Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de podcast parce que je vous prépare une surprise, chers auditeurs. En fait, je vous ai planifié plusieurs épisodes spéciaux pour faire un retour de l'année sur la politique, l'actualité, les personnalités de l'année et plusieurs dossiers spéciaux. Donc par exemple, je vais faire une rétrospective de l'année 2023. Je vais parler de la politique canadienne et québécoise. Je vais vous faire voter pour des personnalités et on va aborder celles qui ont été choisies et la politique américaine et finalement un dossier spécial sur la crise des médias qui est imminente parce que je trouvais que c'était un sujet important à couvrir sur cette année justement à cause des nombreuses mises à pied. Donc c'est vraiment ça qui va se passer et dans cet épisode-ci, je vais vous parler un peu l'Info C'est Beau en chiffres et qu'est-ce que j'ai pu réaliser cette année en tant que journaliste. En fait, j'ai pas fait encore une année au complet parce que mon premier podcast date du 7 juin 2023, donc il faudra attendre le mois de juin pour que ça se concrète vraiment le fait que ça fait un an pile que je suis un média. Mais là, je vais vous parler un peu des chiffres, du nombre d'écoutes qu'on a pu avoir, le nombre de podcasts que j'ai fait aussi, et autre chose. Donc pour commencer, je voulais vous dire que j'ai eu plusieurs centaines d'écoutes de mon podcast. J'ai en fait plus de 400 codes d'écoute, donc je suis vraiment contente d'avoir atteint ce chiffre-là. Et selon le nombre d'abonnés, ce que Spotify fait, je suis dans les top 5, 10 et même première place dans certains podcasts dans différentes catégories. J'ai fait plus de 30 podcasts au cours des derniers mois, donc depuis le début que j'ai fait mon podcast, et j'ai fait plus d'une cinquantaine d'articles, et j'ai fait d'ailleurs plusieurs entrevues avec, par exemple, Patrick Lagacé, des personnes qui travaillent chez Loufa, Moisson Montréal. J'ai passé en entrevue le maire Bruno Marchand, Jean-François Lépine, et plusieurs autres personnalités connues dont je voulais parler plus précisément, par exemple, de ce qu'ils ont réalisé dans leur vie ou c'est quoi qu'ils font dans leur métier, puis un peu parler de l'actualité avec eux, justement. Et au cours de cette année, j'ai pu améliorer mon site internet, le modifier et le rendre plus accessible à tous. J'ai aussi pu trouver un moyen de vous partager facilement mes podcasts, mes articles dans un même site. Je suis très content d'avoir pu réaliser ceci. Et depuis quelques mois, je fais partie des As de l'Info. Si vous n'étiez pas au courant, j'ai glissé un petit message sur Facebook et dans mon site internet, justement. Donc, mon rôle, c'est d'écrire mensuellement sur des jeunes qui se démarquent dans leur domaine ou dans leurs activités qu'ils font. Par exemple, j'ai passé en entrevue un garçon qui avait un satellite qui portait son nom, une personne qui valorisait le transport actif et une autre qui se qualifiait de clown humanitaire et qui aidait les personnes âgées dans les CHSLD et ramassait des fonds en vendant des bagels. Donc, je trouve que cette année, j'ai pu vraiment me réaliser dans différents domaines, différents types de médias. Et ce qui vous attend, maintenant, je vais vous parler de ce qui vous attend pour la prochaine année. Parce que là, on va passer l'année 2023 pour entamer l'année 2024. Je vous annonce que je vais faire davantage de contenu visuel. Donc, je vais pouvoir me filmer. Donc là, j'aurai de l'écrit, j'aurai du visuel et du podcast, donc écoute. Donc, je pense que ça pourra m'aider à avoir plus d'accessibilité en termes de forme de médias. Je vais aussi refaire mon logo pour le rendre plus interactif et aussi facile à se rappeler parce que le mien, il y a beaucoup de détails. Ce logo se retrouvera aussi sur ma pochette de podcast. Je vais aussi améliorer mon site internet en pouvant créer un espace membre, faire un favicon, donc le logo sera vraiment le mien. Je vais aussi, donc là, un espace membre qui vous permettra de recevoir l'infolettre, donc des nouvelles.
et plein d'autres fonctionnalités comme 2 langues, c'est-à-dire le français et l'anglais. Je vais aussi pouvoir mettre des vidéos dedans, donc ce qui va me permettre d'élargir mon accès. Je vais avoir aussi un nom de domaine qui, à la place de taper l-info-c-beau, EST, beau, donc vraiment un lien compliqué, mais moi je me suis trompée, ben, vous auriez juste besoin d'inscrire sans tiret, sans chiffre, sans point, l'infocbeau.ca ou .com, donc je vais me munir d'un nom de domaine, ce qui va me permettre de vous rendre ce site encore plus accessible. Et je vais aussi essayer de faire également de produits, d'articles, de podcasts audio, visuel ou écrit. Donc je veux vraiment que ce soit très équitable parce que j'ai remarqué depuis quelque temps que je faisais plus de podcasts que d'articles écrits, justement parce que c'est plus rapide. Je peux couvrir des nouvelles plus rapidement en vous parlant de quelque chose en quelques minutes, quelques secondes, à la place de passer 1 heure ou plus à écrire un article, le réviser, le reviser encore, penser, citer les sources, faire des recherches, puis le mettre sur mon site internet éventuellement. Donc c'est vraiment un long processus comparé au podcast que j'ai juste besoin de parler, me réécouter et ensuite hop, je le publie dans Spotify, je vous envoie le lien dans Facebook et hop là, le tour est joué. Dans le visuel, je vais peut-être me munir d'un chandail avec le logo de l'Info C'est Beau. Comme ça va faire encore plus professionnel. Donc, je suis vraiment content que vous soyez nombreux à m'écouter et que vous êtes de plus en plus. Évidemment, vous êtes tous des Canadiens parce qu'on est au Québec. Donc, je suis vraiment choyée de tout ce que vous m'avez dit aussi dans les commentaires Facebook et vos encouragements aussi, quand je vous vois en personne ou non. Et j'ai hâte de vous parler de nouvelles choses et nouvelles actualités. Merci d'avoir écouté. Bonjour à tous, ici Tom à Montigny à l'Info C'est Beau. Et bienvenue dans la partie sur la politique américaine. Dans celle-ci, je vais vous parler de l'investiture du Parti républicain, justement avec cette course qui est très féroce entre les différents candidats, dont le célèbre Donald Trump, mais aussi Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride. Je vais aussi parler des accusations qui portent sur Donald Trump à propos de qu'est-ce qui s'est passé durant son mandat, mais aussi d'autres choses à l'extérieur de ça. La montée de la droite aux États-Unis, l'influence qui est en diminution et parfois en augmentation dans certains pays du monde ou coins du monde, donc c'est vraiment, ça dépend. Et aussi la saga de tout ce qui s'est passé à la Chambre des représentants, justement avec tous les changements, mais aussi les budgets fédéraux qui ont été votés juste à l'avance, avant que tout s'arrête, parce que si on s'entend pas pour voter un budget, ça va être le shutdown. Ce shutdown-là, ça va arrêter toutes les choses contrôlées par le gouvernement, toutes les frontières, et par exemple la poste. Donc personne ne pourra envoyer de lettres, elles ne seront plus distribuées, et les frontières ne fonctionneront, les frontières terrestres et marines ne fonctionneront plus, donc il n'y aura plus de douaniers. Donc ça, c'est des employés de l'État qui ne seront plus payés. Donc c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui se retrouveront sans emploi à cause de ça, si cela pouvait arriver. Donc maintenant, je vais vous parler de la course à l'investiture du Parti républicain. Une nouvelle qui est tombée récemment, c'est que l'État du Colorado, aux États-Unis, a fait voter par sa Cour suprême, 4 juges sur 7, que Donald Trump ne pouvait pas gagner ou recevoir de vote ou faire participer à la course à l'investiture du Parti républicain dans cet État-là spécifiquement. Ce qui va le désavantager justement parce que ses adversaires féroces sont entre autres Nikki Haley et Ron DeSantis. Et en fait, c'est 2 candidats probables, mais
Honnêtement, je pense que ça va être Donald Trump qui va être pris parce qu'il y a une avance impressionnante et insupportable pour certains. Même en Floride, Donald Trump est en avance sur Ron DeSantis. Même si c'est l'État qui le gouverne, les gens préfèrent Ron DeSantis en tant que gouverneur et non en tant que possible futur président. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Il y a eu plusieurs débats durant l'été et le début de l'année scolaire ici. Pendant l'automne. Donc c'est vraiment un débat. Il y a beaucoup de sujets qui font craindre la viabilité de la démocratie aux États-Unis et éventuellement dans le monde parce que on s'entend, les États-Unis, c'est parmi les pays les plus influents, les plus puissants au monde. Donc, si ce pays-là se tourne directement vers, mettons, le conservatisme extrême, dans lequel pas tout le monde serait égaux, on vivrait dans tout le contraire d'une démocratie, par exemple comme en Chine, en Russie, on veut pas que ça arrive aux États-Unis. Donc, c'est justement pour ça que je voulais vous parler maintenant de la montée de la droite aux États-Unis. Justement avec tout ce que les politiciens conservateurs proposent, dont supprimer les droits de certaines personnes, et plein de choses comme ça qu'on se dit, est-ce qu'il y a des gens, comment ils font pour penser à ça, pour créer ces règles-là? Qu'est-ce que ces personnes-là leur ont fait pour prendre ce type de décision-là? C'est juste des décisions parfois, des promesses qui ont juste pas rapport, qui ont pas de sens. Et maintenant, en parlant de la montée du conservatisme aux États-Unis, de la droite plus précisément, et de ces promesses un peu comme ça, ça montre à quel point c'est peut-être ce que les autres pays vont suivre les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'un des chefs de file. Et nous, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, on est des pays qui suivent de près les États-Unis, en fait, tout le temps, et aux côtés des États-Unis. Donc, j'ai peur, honnêtement, puis je suis pas le seul non plus, que ça influence vraiment ce qui se passe ici au Canada, puis en France et dans les pays de l'OTAN, par exemple. Donc, justement, Pierre Poilievre, il est dans la tête des sondages au moment où je vous parle, dans des sondages au niveau fédéral, donc je me demande, je sais que le conservatisme canadien et américain ne peut pas se comparer, justement parce que celui aux États-Unis est beaucoup plus de droite que celui au Canada, mais il y a certains aspects, surtout du côté environnemental, qui se ressemblent, et de l'utilisation des armes, mais à différents degrés. Il y a aussi le droit à l'avortement, qui est aussi en danger au Canada, avec des personnes qui voudraient peut-être l'enlever, comme aux États-Unis, dans plusieurs États. Donc, c'est vraiment ce qui nous fait craindre en ce moment. Si c'est Donald Trump qui était au pouvoir, ça aurait un grand impact sur ce qui résulterait des élections au Canada. Peut-être que les gens décideraient de voter plus conservateur, parce que il y a, comme partout dans le monde, des gens qui supportent des personnes plus conservatrices, comme Donald Trump. Et là, on parle de Donald Trump. Quelles accusations portent contre lui? Pour commencer, il y a des dizaines de chefs d'accusation qui portent contre lui. Il y a des crimes absolument abominables qu'il aurait commis. Par exemple, il y a des papiers de secret national de haute importance et d'une confidentialité sans équivoque, qui se sont retrouvés à sa demeure à Mar-a-Lago, en Floride, par terre, dans la douche, dans sa chambre. Les gens pouvaient juste voir ça, se promener. Je vais lire les documents secrets comme suit. Donc, c'est comme si pour eux, ça n'avait pas d'importance. Ils avaient ramené des dizaines de boîtes chez lui, voire des centaines. Et le FBI a retrouvé ces boîtes-là. Puis ces secrets-là, ça concernait même le Canada. Les Five Eyes. Les Five Eyes, c'est une association de 5 pays anglophones, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, qui se partagent des secrets concernant un peu l'armée et tout ça, des possibles plans d'invasion dans des pays plus
des pays dont les États-Unis n'ont pas une bonne image ou influence. Et en fait, en parlant d'influence, la Chine gagne beaucoup d'influence, surtout en Asie, mais aussi en Afrique, ainsi que la Russie. Donc, c'est inquiétant de voir que cette situation se maintient et que les États-Unis ont de la misère à y remédier. Mais heureusement, il y a un bon secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a fait plusieurs visites durant l'année pour faire des visites dans des pays comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, l'Indonésie même. Donc, il a participé à plein d'événements internationaux pour faire regagner la confiance des États-Unis, qui est parfois ébranlée avec toutes les promesses de Donald Trump, parce qu'on a peur que les États-Unis se referment et en même temps, Donald Trump avait dit qu'il voudrait que les États-Unis quittent de l'OTAN, ce qui serait absolument abominable et impensable s'ils se faisaient élire. Donc, c'est des décisions qui restent à prendre. Du côté encore des accusations de Donald Trump, il y en a plusieurs qui concernent des agressions sexuelles ou de la diffamation et de la fraude, par exemple pour construire son empire immobilier et ses casinos qui valent des milliards de dollars qui l'ont aidé à bâtir sa richesse. Maintenant, on va parler de tout ce qui s'est passé à la Chambre des représentants aux États-Unis, soit la Chambre basse, autrement dit. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Matt Gaetz, qui a un conservateur très conservateur de droite dans le Parti républicain, qui a voulu faire destituer, ainsi que, à l'aide de plusieurs autres de ses alliés, faire destituer le président de la Chambre, qui était Kevin McCarthy. Lui-même faisait partie du Parti républicain. Pourquoi il a décidé de faire ça? C'est parce que il fallait qu'il vote pour un budget pour la nation, sinon il allait arriver le fameux shutdown. Donc, Kevin McCarthy ainsi que plusieurs de ses alliés ou des personnes qui se situent proches de lui en termes d'échiquier politique ont décidé de se rallier avec les démocrates pour enfin prendre une décision. Donc c'est ça, puis là, Matt Gaetz était furieux contre ça parce que, il veut pas que ce soit les démocrates qui prennent les décisions. Par exemple, il veut que le soutien à l'Ukraine soit réduit, voire diminué, voire supprimé. Et ensuite, ce qui a résulté à ça, c'est que Kevin McCarthy s'est fait destituer, ce qui a plu aux démocrates parce que, justement, on l'a pas trop aimé. Et ensuite, il y a eu plusieurs tours de vote. Et on se rappelle, les républicains sont à la majorité, une faible majorité à la Chambre des représentants. Donc, les démocrates n'ont pas tant de rôle à jouer. Mais en même temps, s'il y a une division, les démocrates pourraient se rallier d'un des côtés pour faire valoir leurs intérêts. Ce qui n'est pas si mauvais. Donc, les démocrates n'étaient pas si fâchés, honnêtement, de ça. Il y a eu plusieurs candidats comme Jim Jordan ou d'autres qui ont décidé de retirer leur candidature après des annonces qui ont résulté à rien. Finalement, c'est Mike Johnson qui s'est fait élire et c'est ainsi qu'ils ont réussi à pouvoir se sauver du shutdown en votant un autre budget fédéral. Puis ça a continué par la suite. Même à ça, par la suite, ça a été vraiment difficile. Mais c'est ça. Il reste qu'il y a quand même des petites fissures entre les relations de certains représentants au sein du Parti républicain. Parce que il y a juste 2 partis aux États-Unis. C'est quasiment impossible de représenter à l'aide de 2 partis majoritairement. On s'entend, il y a des partis indépendants ou des candidats qui se présentent tout seuls. Mais c'est quasiment impossible de représenter tout l'échiquier politique avec 2 partis seulement. Si on veut le faire, il faudrait que les décisions soient plus floues. Les positions sur certains sujets peuvent dépendre de certains représentants, certains dirigeants qui dirigent le parti aussi. Donc, c'est ce qui conclut justement notre revue de l'année sur la politique américaine. Et ce qui va suivre, c'est la politique canadienne. Merci d'avoir écouté. Bon, comme je vous avais dit, c'est la politique canadienne, mais aussi québécoise, je l'ai mis dans un seul épisode, qui sera condensé dans cet épisode-ci pour un peu parler justement de ce qui s'est passé dans l'année en termes d'actualité, de politique et aussi de prise de décision par le gouvernement et leurs impacts sur la population.
vous me voyez venir, je vais parler de la chute de la CAQ avec les grèves, les Kings de Los Angeles et aussi avec la montée du PQ. Donc pourquoi pas commencer avec ça. Donc, pour commencer, la CAQ se met ses propres bananes sur son chemin. Donc elle va tout le temps faire des trébuches puis prendre des mauvaises décisions. Ensuite, elle va se blâmer elle-même et prendre le blâme, c'est ça, pour peut-être gagner de la compassion de la part de la population. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on a envie. On a envie qu'on ait un gouvernement solide, qui prenne des bonnes décisions et qui nous aide à garder notre identité, faire des bons choix pour nous et représenter notre opinion. Mais là, au lieu de ça, on se ramasse avec des grèves qui touchent quasiment 1,5 million de personnes à travers le Québec, du milieu de l'éducation et aussi de la santé, entre autres. Donc là, on se ramasse avec des élèves qui vont accumuler un géant retard en termes de notions apprises et des chirurgies, des patients qui devront attendre beaucoup plus longtemps à cause que, justement, on peut pas les opérer à cause des grèves. Donc c'est vraiment dommage qu'on se ramasse avec des grèves dans ces domaines-là qui sont les plus importants, selon moi, au Québec, la santé et l'éducation, parce que c'est vraiment ce qui représente l'avenir et la maintenance du Québec. Ensuite, il y a aussi eu le scandale des Kings de Los Angeles, une subvention de 5 à 7 millions de dollars qui a été effectuée par le gouvernement de la CAQ. Cette subvention-là a été faite pour accueillir pour 2 matchs préparatoires les Kings de Los Angeles qui joueront contre les Bruins de Boston et aussi les Panthers de la Floride. Donc ça, on pourrait dire que c'est pas gros 5 à 7 millions de dollars, mais nous c'est pas ça qui nous intéresse, l'argent, c'est d'où elle provient et que il y a d'autres choses à s'occuper que financer une équipe de hockey qui aurait pu venir gratuitement, comme qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, par exemple. Ils ont pu accueillir les Bruins de Boston gratuitement, mais nous, il faut payer 5 à 7 millions de dollars pour payer la résidence, la bouffe de ces joueurs de hockey-là qui sont millionnaires, on s'entend. Donc, c'est vraiment une mauvaise décision, puis qui a été prise dans le fond de projets, d'initiatives diverses à travers le Québec. Puis cet argent-là aurait pu être mieux financé, même si c'est des peanuts, ça aurait pu être donné à des banques alimentaires, alors qu'il y a beaucoup de Québécois qui en ont besoin, juste à cause de l'inflation, justement. Donc c'est des suites de mauvaises décisions, et par exemple, une des plus grandes, qui fait quelques mois d'ailleurs, c'est le 3e lien. C'était une des plus grandes promesses de la CAQ pour son premier et deuxième mandat. Et là, il annonce que le projet il aura pas lieu. Le projet il va être là. Là, on confie le projet à la Caisse de dépôt. C'est la même chose pour le tramway. C'est vraiment des décisions qui restent à prendre puis à voir. Et finalement arrive le sondage ultime qui montre que Paul Saint-Pierre Plamondon, à plusieurs reprises, serait le premier ministre le plus apprécié à travers le Québec, qui dépasse la CAQ. Selon Québec 125, le PQ est en tête, mais avec une avance incroyable sur la CAQ, et même le PLQ aurait plus de sièges que la CAQ si des élections avaient lieu maintenant. Donc, le PQ, il est content, ils ont seulement 4 députés, la CAQ en ont 89, donc c'est fou comment la chute de celle-ci peut pas durer tout le temps. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'on peut pas surfer sur la vague de la popularité. On peut pas se baser sur ça. Si on prend une mauvaise décision, ben ça va chuter. Et il y a aussi l'usure du pouvoir à laquelle on peut pas échapper. Maintenant, je vais vous parler du côté fédéral des tensions indo-canadiennes. Justement à cause de l'assassinat d'un leader sikh en Colombie-Britannique qui aurait été commis par des personnes en Inde pour limiter ce mouvement d'indépendance-là, parce qu'il y a le Pendjab, une province de l'Inde, qui depuis plusieurs années, même dans le temps, ont fait des manifestations très fortes pour assumer l'indépendance de cette province-là. Et sans surprise, le gouvernement a répliqué avec la violence, les armes, et les gens ont toujours continué de faire ceci. Et plusieurs Sikhs qui ont immigré
partout dans le monde et on en a beaucoup au Canada et il y a ce mouvement-là d'indépendance qui perdure. Donc, c'est vraiment des tensions qui font mal au Canada parce qu'ils ont renvoyé des ambassadeurs pour représentant l'Inde au Canada. Donc, c'est des relations qui vont pas bien entre les deux pays et les États-Unis ne savent pas où trop se situer. Mais ils ont l'air de se ranger plus du côté du Canada parce que, pourquoi supporter un pays qui aurait tué quelqu'un? Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Puis là, l'Inde, c'est un de nos plus grands alliés en termes de commerce. Donc, ça fait un peu mal à l'économie, mais en même temps, si on veut avoir un réel rôle sur la scène internationale, nous rattraper, assumer nos décisions, pas être quelqu'un qui va suivre notre voisin super puissant, les États-Unis, faut s'assumer. Là, je vais vous parler de quelque chose d'historique qui est arrivé au Manitoba. Je vous parle bien évidemment des élections. Justement, cette année, il y a eu des élections et le grand gagnant fut Wab Kinew, qui est devenu le premier autochtone au pouvoir au Canada. Dans toutes les provinces confondues, c'est le premier autochtone à être au pouvoir. Ce que je trouve que c'est vraiment impressionnant et que ça va être très utile pour les relations de vérité et réconciliation parce que je trouve qu'il aura un bon rôle, il va savoir l'assumer et c'est vraiment pertinent de parler des Premières Nations, des Autochtones qui ont besoin de plus de droits. Et je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver, avoir le premier ministre d'une province étant lui-même un Autochtone. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qui aurait pu arriver. Maintenant, il y a les feux de forêt qu'on peut pas éviter au Canada qui se sont passés. C'est un sujet inébranlable qui est arrivé. Et c'est des feux qui ont ravagé partout à travers le pays. En Colombie-Britannique, même au Québec. Pendant quelques jours, Montréal était la ville la plus polluée au monde. Notre fumée s'est même ramassée aux États-Unis, à New York, ce qui a fait nos voisins pas très contents, honnêtement. Mais on a eu de l'aide de plusieurs pays à l'étranger, mais c'est des feux qui étaient incontrôlables, dangereux. Donc, ça montre aussi les changements climatiques, tout ce qui se passe, malheureusement, la chaleur qui augmente. Et j'espère que l'été prochain, il y aura moins de feux ou juste pas de feu du tout et qu'il y aura des mesures qui vont être prises pour ça. Maintenant, il y a la montée de Pierre Poilievre qui est impressionnante, honnêtement. Même si je l'appuie pas, je suis pas en faveur de ses décisions, on peut pas rester moi, je suis sans voix devant sa montée incroyable. Justin Trudeau est au pouvoir depuis plusieurs mandats et je pense que les Canadiens, en fait, c'était 54% des Canadiens veulent voir Trudeau partir avant les élections. Donc, le parti est vraiment dans une mauvaise posture, le Parti libéral du Canada, pardon. Et en fait, il y a des gros dossiers dont l'ingérence électorale aussi qu'il y a eu de la part de la Chine chez nous, les relations à l'international, les deux guerres, et aussi un tas d'autres dossiers concernant l'éducation, la santé et tout ce tralala là. Donc, ce que j'ai peur avec Pierre Poilievre, c'est que le Canada ne respecte pas, même si on a de la misère à le respecter, nos ambitions et nos défis de nombre de GES, de quantité de GES émises. Je trouve que ça serait abominable de ne pas réussir ce défi-là et qu'on n'atteigne pas la carboneutralité d'ici 2050. J'espère vraiment qu'on va l'atteindre, mais je crains qu'on ne le puisse pas. Puis il y a aussi d'autres types de décisions concernant Israël et la Palestine, l'Ukraine et la Russie, qui pourraient m'inquiéter et en inquiéter plusieurs, justement sur quelles décisions seront prises, quelles actions le Canada fera. En parlant des défis du fédéral, pourquoi pas parler de l'ingérence électorale? On a eu David Johnston qui a été engagé pour enquêter sur l'ingérence électorale qui est arrivée. Il y en a eu beaucoup de la part de la Chine, mais on n'est pas le seul pays visé. Il y a aussi les États-Unis, l'Australie, la France, la Grande-Bretagne. On est plein de pays de la part de l'OTAN qui sont visés par la Chine et d'autres pays. Donc c'est vraiment dangereux de voir ça, puis il faut essayer de prendre des mesures pour pas que ça se reproduise, parce qu'on ne veut pas avoir des élections truquées ou qui ne sont pas véritables.
Ensuite, je veux aussi parler, là je vais retomber dans le provincial au Québec. Il y a Québec solidaire. Québec solidaire, il y a eu justement récemment ses élections de sa deuxième co-porte-parole et il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est resté en poste. Je voulais parler de QS parce que ses votes stagnent. On dirait qu'il a réussi à charmer une partie de la population du Québec, soi-disant minime, aux alentours de 10 à 15%, ça peut augmenter un peu, mais c'est pas assez, ça lui donne pas assez de sièges. Notre système électoral fait en sorte que ces votes sont condensés dans certains comtés, certaines circonscriptions, mais pas dans d'autres. Dans d'autres, il va perdre par une légère ou dépendamment des grandes différences, par exemple contre la CAQ, QS, PLQ, donc c'est ça. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait rien de nouveau à proposer. Il faudrait qu'ils prennent des nouvelles décisions et qu'ils changent parfois. Peut-être qu'ils devraient prendre des mesures plus graduelles, des propositions plus graduelles. Son changement de société veut se faire immédiatement. Il veut automatiquement taxer, limiter les gaz à effet de serre, prendre des mesures fortes pour l'environnement. Je pense que c'est ça qui limite. Je pense que c'est les Québécois qui sont pas prêts à faire ça, justement, à s'engager dans ce type de changement-là. Je pense qu'ils devraient prendre des mesures qui sont plus petites pour qu'on s'enligne graduellement vers cet objectif-là et non arriver tout de suite à leur fin. Et pour finir, je veux parler de la francisation du Québec, l'immigration du Québec, le seuil d'immigration et notre parti au Canada. On voit une montée du PQ, du Parti québécois. Est-ce que c'est nécessairement une montée un mouvement d'indépendantisme qui s'empare du Québec? Honnêtement, je pense que non. Je pense que c'est parce que on est tanné, plusieurs personnes sont tannées de la CAQ, mais le PQ s'est vu comme l'option. Il avait affirmé qu'en 2026, s'il se faisait élire, il ferait un référendum. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a des bonnes chances de se faire élire. La CAQ a le temps de se rattraper. Mais là, c'est l'appui pour la souveraineté stagne un peu. Faudrait, un peu comme QS, faire ça graduellement pour convaincre les gens d'aller tranquillement. Les gens veulent pas des changements bruts. Du côté de la francisation du Québec, pour l'immigration, on a limité notre seuil d'immigration à 50 000 personnes et on a serré la vis aux universités anglophones. Je trouve que c'était des décisions plus ou moins bonnes de la part de la CAQ parce que on a besoin de l'immigration. Notre croissance de population est tellement minime par nous-mêmes que au Canada, 96% de la hausse de population provient de l'immigration. Seulement 4% de nos personnes d'ici qui font des enfants font la hausse. Donc, faudrait en accepter plus, selon moi, mais en même temps, je comprends l'enjeu de la maintenance du français, de la survie de la langue française qui est imminente et vraiment importante pour le Québec. Garder son identité aussi dans le Canada. Et je voudrais aussi féliciter le Parti libéral du Québec qui a fait sa relance, même s'il n'y a pas son chef de parti, ce que je trouve aberrant qu'un parti ne peut pas retrouver ça, mais quand même, il a fait des bonnes propositions pour rester dans le Canada, mais pour représenter le Québec en mieux. Donc je trouve que c'était des bonnes décisions, mais toutefois, je pense que la CAQ aurait dû augmenter son seuil d'immigration pour en accepter plus et baisser davantage les tarifs pour les étudiants étrangers ou ailleurs dans le Canada pour venir au Québec. Déjà que c'était plus cher, ils payent le double de ce que les universités comme à Toronto les autres payent. Mais pourquoi ils devraient encore augmenter? Donc, je trouve qu'il en fait un peu trop pour tanner les gens de pas aller ici, parce que on voit qu'il y a une diminution du nombre de personnes qui veulent s'inscrire aux universités du Québec. Mais une bonne chose qui est faite, c'est que les universités vont s'engager à franciser une bonne partie de leurs élèves, de leurs étudiants. Donc je trouve que ça fait une bonne relève. Même s'ils vont pas rester au Québec, ça va être bien parce que ça va peut-être leur montrer la culture québécoise et tout ça. Donc, c'est fait un épisode quand même assez long, mais j'avais beaucoup de choses à parler concernant tout ceci.
entre autres les grèves, la chute de la CAQ, les tensions entre l'Inde et le Canada, les feux de forêt et tout ça. Je trouve que ça m'a permis de bien couvrir l'année au Québec et au Canada. Merci d'avoir écouté. Et ce qui suit, c'est la rétrospective 2023. Comme je vous l'avais dit, pour continuer, entrons dans la rétrospective de 2023. Pourquoi pas commencer avec des événements qui ont touché un peu l'actualité internationale, et ça, c'est des événements qui s'échelonnent sur plusieurs mois et même plusieurs années. Vous me voyez venir, je vais parler de la guerre en Ukraine et aussi de la guerre entre le Hamas et l'Israël, de la COP28, un événement quand même assez positif en termes de négociations et d'annonces au niveau de l'environnement. Les gouvernements davantage conservateurs qui se font élire dans le monde et évidemment Elon Musk et ses nouvelles inventions, promesses et tout ce qui se passe. Donc pourquoi pas commencer avec la guerre en Ukraine? Cette guerre qui perdure depuis plus de 700 jours continue de tuer des milliers de civils ukrainiens et russes. Les soldats qui vont sur le terrain n'ont pas vraiment le choix. Là, je parle plutôt de la Russie. C'est des hommes qui se font obligés d'aller sur le terrain. S'ils décident de ne pas le faire, ils peuvent avoir de graves conséquences infligées par leur propre pays. Je trouve que c'est dommage que cette guerre s'échelonne sur plusieurs années, parce qu'on a franchi le cap de 1 an de guerre, et même 2 bientôt. Donc, c'est grave que tout l'argent qu'on a mis là-dedans, l'aide humanitaire, l'aide financière, l'équipement de guerre qui coûte excessivement cher au gouvernement de l'OTAN et du G7 pour aider l'Ukraine. C'est dommage que tout cet argent-là n'a pas encore aidé l'Ukraine à gagner la guerre. Cependant, l'Ukraine gagne sans cesse du terrain, mais c'est comme du va-et-vient. L'Ukraine va gagner du terrain, la Russie va en reprendre. L'Ukraine va en regagner, la Russie va en reprendre. Donc c'est un peu comme ça que ça se déroule, honnêtement, la guerre. On oublie quasiment qu'il y a une guerre dans ce coin du monde-là et qu'il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à leur pays pour essayer de gagner cette guerre meurtrière. Et en parlant de la guerre en Ukraine, il y a aussi la Finlande et la Suède qui se sont rejoints à l'OTAN, justement. Et ça leur a permis d'être assurés d'une bonne sécurité et d'être protégés aussi, parce que le système de l'OTAN, comment ça fonctionne, c'est que si un envahisseur qui attaque un membre de l'OTAN, ce membre-là va être protégé et va avoir de l'aide, et il y aura des armes et des soldats qui vont se battre à partir des autres pays, se battre pour le pays, pour se défendre. Et justement, ces deux pays-là, qui font ensemble environ plus de 15 millions de personnes seulement, ont décidé de rejoindre l'OTAN pour être sûr d'être en sécurité, parce que ces deux pays-là sont excessivement proches de la Russie. On le voit peut-être pas, mais c'est vraiment dans le nord de l'Europe. On l'appelle plutôt l'Eurasie, parce que c'est la frontière entre l'Europe et l'Asie. Donc, en parlant de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont de la misère à donner de l'argent à l'Ukraine, justement parce que les républicains se disent, on n'a pas eu de résultats concrets, on n'a pas une Ukraine qui a gagné justement la guerre, donc pourquoi on devrait continuer à dépenser des milliards de dollars qu'on pourrait réinvestir ailleurs? Ils n'ont pas tort, mais en même temps, on devrait aider un pays qui est en guerre et qu'on se lie, puis montrer que les États-Unis, c'est un exemple à suivre en termes de démocratie, et ils veulent essayer aussi de garder leur image de pays fort et influenceur, et qui va toujours se prêter main forte aux gens qui en ont besoin. La surprise de l'année, honnêtement, pour moi, c'était la guerre entre le Hamas et l'Israël. C'était un coin du monde auquel je m'intéressais peu et que je connaissais peu aussi. Je connaissais totalement rien sur cette région-là, et ça m'impressionne vraiment de voir à quel point cette guerre divise le monde en deux, mais aussi c'est un conflit qui perdure, et je vais le répéter encore, qui s'échelonne sur maintenant des centaines d'années. C'est un conflit qui perdure depuis que Jésus est né, à travers la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fou comment il y a eu de nombreuses guerres, de nombreuses attaques, des ententes,
qui ne se sont pas fait respecter, malheureusement. Donc, c'est triste qu'il n'y a pas de résultats concrets aussi de ce côté-là qui sont réalisés pour s'assurer que tout va bien, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Le Hamas a attaqué l'Israël en premier, mais c'est pas ce qui va qualifier le Hamas de méchant comparé à l'Israël, parce que c'est pas noir ou blanc, méchant ou gentil, parce que l'Israël continue aussi, même si on, entre guillemets, gagné la guerre, l'Israël, la 18e puissance mondiale en termes d'armement, continue d'attaquer la bande de Gaza. On s'entend, on se chicane pour un petit territoire, c'est minuscule, mais c'est à propos de la religion. Et malheureusement, ça a des impacts aussi au Québec, au Canada et aussi partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Europe, parce que des grandes diasporas juives et arabes provenant justement de la Palestine qui sont présentes un peu partout dans le monde. Donc, il y a des gens qui manifestent énormément. Il y a aussi une augmentation des crimes et manifestations haineux. Donc ça montre à quel point les gens sont fâchés et c'est deux diasporas, deux nations qui saillissent profondément et qui veulent se détruire l'une et l'autre. Maintenant, pour aller sur une note plutôt positive, parlons de la COP 28. La COP 28, c'est la 28e COP, donc il y a eu la COP 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et elle s'est déroulée proche du Moyen-Orient et on a discuté d'environnement. Il y a eu des grandes annonces qui ont été faites, aussi des accusations plutôt, un peu comme un ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, qui a qualifié le pays hôte de la COP28 de gros pollueurs et qui s'inquiète pas de l'environnement. Et malheureusement, c'est pas faux parce que ce pays-là respecte pas les droits humains et les défis environnementaux, les cibles environnementales. Et ces pays-là, c'est malheureusement au Moyen-Orient, ils accueillent de plus en plus d'événements internationaux très importants, pas juste des décisions politiques, mais aussi des événements sportifs comme les Olympiques. On se rappelle, c'est le Qatar qui a accueilli la Coupe du Monde de soccer. Donc, c'est vraiment impressionnant qu'on réfléchit pas pour donner justement faire en sorte que ces pays soient hôtes d'événements importants sans se soucier que ce pays, ça leur donne plein d'argent, ça l'aide le tourisme. Oui, c'est des pays qui en ont techniquement besoin, mais on devrait pas aider des pays, selon moi, qui ne respectent pas les droits humains et qui respectent pas les cibles qui vont être choisies par des groupes de pays à l'international comme la COP28. Donc, c'est des pays très pollueurs aussi parce qu'ils font beaucoup de pétrole. Il y a eu aussi des ententes pour limiter, pour mettre des cibles pour nos émissions de gaz à effet de serre. Le Canada et les États-Unis et plein d'autres pays ont donné des sommes importantes, considérables d'argent pour aider les pays qui en ont vraiment besoin pour se relever d'impact des changements climatiques. Il y a aussi une augmentation des gouvernements conservateurs élus à travers la planète. Et c'est un peu inquiétant parce que c'est des gouvernements de toutes sortes qui peuvent ressembler à ceux de Donald Trump ou non. Ça va vraiment dépendre de quel pays on parle, mais par exemple aux Pays-Bas, en Argentine, on voit des pays des gouvernements qui sont élire plus conservateurs. C'est à cause de l'usure du pouvoir et aussi que la population a envie d'un vent de changement. On revient d'une grosse pandémie, c'était beaucoup de gouvernements plus de gauche qui étaient élus. Donc là, les gens, quand ça va mal, ils vont faire affaire aux conservateurs pour un peu se refermer et pour résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Et ensuite, ils pourront se rouvrir. Mais parfois, il y en a qui le font trop et qui prennent des décisions qui peuvent pas être bonnes pour l'avenir du pays, dont Javier Milei, qui s'est fait élire en Argentine et qui décide de supprimer le ministère de l'Éducation et de la Santé. Imaginez que Christian Dubé et Bernard Drinville décident d'un coup d'abolir la santé et l'éducation. Tout irait vers le privé. Donc, c'est certain qu'il y aurait plein de gens qui n'auront pas les moyens de se rendre au privé et de prendre de leurs sous pour avoir une bonne éducation. Parce que qui dit pas d'éducation, t'auras peut-être pas de bons emplois. T'auras des moins bons emplois si t'as pas de diplôme ou d'éducation. Et
La santé, ben évidemment, c'est clair. Si tu peux pas te faire soigner, ben t'as des chances de moins bien aller, de mourir aussi, si t'as pas de la chance de pouvoir te faire guérir. Il y a aussi Elon Musk. C'est euh, c'est rare de voir un conservateur, ben, quelqu'un de plus de droite, qui dirige des grosses compagnies. Parce qu'on voit des gens dans la Silicon Valley, à San Francisco, c'est des grandes compagnies de la technologie qui sont spécialisées là. À New York aussi, c'est vraiment des villes démocrates. Mais c'est rare de voir un conservateur plus républicain, vraiment qui dirige l'une des plus grandes compagnies au monde, SpaceX, Tesla, Neuralink et j'en passe. C'est impressionnant. Il y a aussi acheté X, qui était avant Twitter, pour faire un peu ce qu'on appelle la bataille des réseaux sociaux avec Meta, qui contrôle WhatsApp, Instagram, Facebook et maintenant Threads, qui voulait créer Threads afin de compétitionner avec Twitter, maintenant X. Donc c'est vraiment une bataille des réseaux sociaux. Pourquoi je parle d'Elon Musk? C'est parce que c'est quelqu'un qui... j'ai lu un livre sur lui cette année, puis je voulais vraiment parler de lui en étant comme une personne admirante et qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de travailler avec. Je m'explique. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a des grandes ambitions. C'est quelqu'un qui veut aller sur Mars, quelqu'un qui veut faire de la race humaine quelque chose de meilleur. Il veut créer un avenir vraiment prestigieux pour la race humaine. Il a des idées vraiment folles. C'est impressionnant de voir, c'est ça que j'admire de lui, c'est qu'il n'a pas peur de travailler fort et tout ça. Ce que j'admire moins de lui, et ce que je regrette de savoir sur lui, c'est que lui, Elon Musk, va maltraiter ses employés. Selon plusieurs témoignages, il aurait fait en sorte que ses employés travaillent à des heures épouvantables, et il y a plein de témoignages qui racontent que Elon Musk leur criait après, leur donnait des ordres, et que c'était pas un très bon patron. Même lui, il se couche à des heures pas croyables, ben il a pas le droit de pas respecter certaines lois ou règles. Quand t'emploies quelqu'un, un employé, ben t'as pas le droit de faire certaines choses, comme l'obliger de rester à 2 heures du matin pour finir quelque chose qui n'était pas prévu, que t'as prévu à la dernière seconde. C'est des exemples fous comme ça. Et maintenant, passons un peu de l'actualité d'ici. Donc, on a du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, les 3 seuls députés, comme je vous avais dit, il y a eu vraiment une hausse dans les sondages. Ils vont vraiment bien en ce moment. Et c'est entre autres parce qu'ils tiennent de leurs promesses. Ils n'ont pas prêté serment au roi justement en janvier dernier. Donc, c'est un pays qui tient ses promesses et qui n'a pas peur, même s'ils sont seulement 4 maintenant, avant il était 3 au moment de cette décision-là, de prendre ce type de décision-là qui vont à l'encontre parfois de règles très importantes. Il y a aussi la SAAQ qui a été pas croyable, avec un arrêt du système qui a fait en sorte qu'il y a eu des énormes files d'attente et une attente pas croyable pour se faire servir. Donc c'est quelque chose qui a vraiment touché l'actualité. Il y a aussi le chemin de Roxham qui a été fermé enfin, mais malheureusement, on voit que les immigrants qui n'ont pas nécessairement leurs papiers prennent des moyens plus difficiles et parfois succombent à leur trajet qu'ils vont prendre pour se rendre aux États-Unis ou au Canada. On parle entre autres de personnes venant d'Amérique du Sud, mais c'est pas juste ici que ça arrive, aussi de l'Afrique en Europe. C'est vraiment des choses qui se déroulent comme ça. On a le troisième lien, la saga du troisième lien qui voulait pas finir, là. Le gouvernement Legault a finalement décidé d'abandonner le troisième lien et de le donner à la Caisse de dépôt, ainsi que le tramway de Québec. Il y avait aussi la hausse des salaires des députés, une rémunération annuelle de 300 000 $ de plus, qui n'a pas nécessairement plu à tout le monde au sein de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le Parti Québec solidaire a décidé de donner son argent à des banques alimentaires. Il y a aussi le REM, qui est très nouveau à Montréal, mais malheureusement, il y a quelques problèmes techniques, donc le REM va souvent s'arrêter pendant longtemps. Donc, on aurait dû peut-être mieux travailler sur ceci.
Il y a aussi Northvolt qui va créer des nouvelles batteries électriques pour les autos au Québec. Donc c'est une grande entente qui a été réalisée avec des grosses compagnies. Justement, il y a aussi la relance du Parti libéral du Québec parce que ce parti-là qui va pas très bien, qui a même pas encore de chef au sein du parti, c'est vraiment un plan qui va l'aider à regagner l'espoir des Québécois et à pouvoir rassembler les Québécois parce qu'on voit qu'il y a un mouvement un peu de souveraineté qui s'installe avec la hausse de Québec solidaire. On a aussi tout ce qui s'est passé avec les universités, mais je vous en ai parlé. Mais il y a Hydro-Québec qui a fait un plan vraiment ambitieux concernant les nouvelles énergies et un financement vraiment élevé, pouvant s'élever à plus de 100 milliards de dollars. J'avais écrit un article intéressant là-dessus plus tôt cette année et ça en avait inquiété plusieurs pour les profits d'Hydro-Québec qui pourraient fondre. Mais aussi, c'est intéressant de voir que cette société d'État-là, appartenant au gouvernement, pourrait devenir vraiment un modèle à suivre à l'international et aider voir d'autres provinces, d'autres pays à recevoir de l'électricité. Et pour plusieurs, le Québec, c'est un exemple à suivre en termes de personnes de provinces qui vraiment vont mettre des efforts dans l'hydroélectricité, trouver des moyens que notre électricité soit propre. Il y a aussi au sein de Québec solidaire, qui est en mauvaise posture actuellement, comme je l'avais dit, c'est votre stagne. Il y a Émilie Lessard-Terrien, qui est devenue la nouvelle co-porte-parole, accompagnée de Gabriela Nadeau-Dubois, pour diriger le parti politique. Comment ça fonctionne, c'est que ce parti politique va avoir un homme et une femme à la tête de celui-ci. Maintenant, ce qui va suivre, c'est les personnalités de l'année. J'ai hâte de vous parler, c'est qui s'est fait élire par vous. Le temps est maintenant venu pour vous dire c'est qui les personnalités de l'année. Pour commencer, avant de vous dévoiler les résultats, je vais vous présenter c'était qui les 6 personnes que j'ai choisies pour vous faire voter. La première personne était Carl Tremblay. Ce chanteur faisant partie du groupe des Cowboys Fringants, donc c'est un peu Carl Tremblay mais aussi tout son groupe, a fait des succès qui ont marqué l'histoire et les cœurs des Québécois aussi. C'est un groupe de musique qui a vraiment marqué une partie de l'histoire du Québec et continue de faire rêver les Québécois. Ils vont vraiment écrire des belles chansons très poétiques et qui vont vraiment rassembler les Québécois. Il y avait aussi Catherine Fournier, cette mairesse qui est à la tête de l'une des plus grandes villes du Québec, soit Longueuil, doit gérer d'importants dossiers comme les serres du parc Michel Chartrand, qui furent un gros défi à gérer parce que ces serres-là sont sur le terrain. Ils ne devraient pas être là, ça pourrait être dangereux pour les citoyens de la ville qui passent ou qui veulent jouer au parc, mais en même temps, on n'a pas envie de détruire l'écosystème. De plus, ce qui fait d'elle ma personnalité de l'année, vraiment, c'est parce qu'elle a dénoncé son agresseur sexuel qui l'avait agressé sexuellement plus tôt dans sa carrière politique. Et ce fut un acte vraiment difficile parce qu'on n'imagine pas à quel point c'est difficile et ça demande beaucoup de courage pour dénoncer son agresseur sexuel. Peu importe c'est qui, c'est difficile pour assumer pour voir c'est quoi les conséquences qu'il pourrait y avoir avec ça. Mais selon elle, c'est vraiment important de le faire et elle inspire et continuera d'inspirer d'autres jeunes filles ou femmes à dénoncer leur agresseur sexuel sans hésiter à avoir peur de le faire parce que selon elle, c'est vraiment important de le faire. On a eu aussi Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Au début de l'année, il y était 3 députés. Et finalement, ils ont fini par être 4. On les appelle un peu les 3 mousquetaires parce que c'est le parti qui a vraiment pas beaucoup de députés. Il y en a plus que le Parti conservateur du Québec, mais eux, ils en ont aucun. Donc, on comprend pourquoi. C'est le plus petit parti qui a des députés. Voilà. Et justement, il y a eu sa hausse énormément dans les sondages. Paul Saint-Pierre Plamondon serait le premier ministre, favori des Québécois en ce moment, en 2023, en fin d'année, en raison des grèves et toutes des mauvaises décisions de la CAQ plus tôt cette année.
Donc, les gens sont fâchés de la CAQ et veulent un nouveau parti politique. Cependant, les élections sont pas maintenant. Ça fait un peu plus qu'un an que les dernières élections sont passées. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas prêt d'être premier ministre parce que les sondages ont le temps de changer. Cependant, il a marqué l'année en convainquant beaucoup de Québécois de voter pour lui dans les sondages et il se voit comme les gens le voient comme une figure rassurante qui respecte tout le temps ses promesses et qui a pas peur de, même s'ils sont seulement trois, de s'exprimer bien haut et fort. Par exemple, qui n'ont pas prêté serment au roi, c'est vraiment quelque chose qui a fait la une des journaux, contrairement aux autres partis politiques que eux l'ont fait, prêter serment au roi. Donc, ils tiennent vraiment leurs promesses, ils ont des bonnes idées et ils savent comment parler à la province québécoise. Ils ont su, là je parle de ils ont su, mais c'est lui et son parti politique. Ils ont su comment faire revivre ce parti politique qui est un des plus importants de l'histoire du Québec. On a aussi Charlotte Cardin, qui est une artiste dévouée, qui chante en français et en anglais et qui a sorti son nouvel album 99 Nights et qui fait certaines chansons en version francophone, mais aussi des chansons complètement en français. Donc, elle permet au Québec de rayonner partout à travers la planète et elle continue de chanter sur plusieurs scènes importantes dans le monde et ça fait découvrir le français et ça inspire plusieurs jeunes à s'intéresser à elle puisque ça connecte vraiment avec les jeunes et aussi des moins jeunes. Il y a aussi Pascale Saint-Onge, une ministre au fédéral qui négocie avec des géants du web dont Google et Meta pour accorder des compensations financières si ces deux géants du web veulent utiliser des articles ou des produits des médias canadiens, dont la presse, Radio-Canada et j'en passe. Donc, ils devront payer. Donc, ils ont passé une loi, la loi C-18, plus tôt cette année pour faire ceci. Évidemment, les deux géants du web ont bloqué leur accès aux nouvelles comme un boycott. Mais elle a réussi à avoir une entente phénoménale avec Google pour avoir 100 millions de dollars, ce qui est vraiment bien. Donc, selon moi, elle va vraiment faire en sorte que la désinformation n'existe plus au Canada et que les nouvelles canadiennes soient vraiment valorisées. Il y a finalement Yoshua Bengio, un spécialiste de premier plan dans le milieu de l'intelligence artificielle. C'est un Montréalais et il va faire des conférences partout à travers la planète et va donner des conseils à des grandes compagnies ou à plusieurs personnes afin de pouvoir éclairer le sujet qui est très complexe parce que on veut utiliser l'intelligence artificielle de bonne manière sans trop faire du mal parce que cette intelligence artificielle-là utilise des articles, des textes, des images qui ont des droits d'auteur mais les respectent pas et ne citent pas souvent ces sources. Donc, justement, c'est un spécialiste qui veut les aider à prendre des bonnes décisions. Maintenant, arrivons aux résultats. En première place, nous avons eu Catherine Fournier avec 5,5 votes. Je m'explique, il y a quelqu'un qui a voté pour 2 personnes, donc j'ai divisé son vote en 2. Donc Catherine Fournier, la mairesse de la ville, en première position avec 5,5 votes. 4,5 votes, donc c'est très proche, un vote d'écart pour Carl Tremblay en deuxième position. Et nous avons Paul Saint-Pierre Plamondon avec 4 votes, donc 0,5 votes d'écart avec Carl Tremblay, ce qui est très petit, donc le chef du Parti québécois. Et nous avons Pascale Saint-Onge avec 3 votes, la ministre au fédéral, 2 votes pour Charlotte Cardin et 1 vote pour Yoshua Bengio. Je suis content qu'au moins chacun des candidats ont eu 1 vote, ça montre à quel point j'ai fait des bons choix, mais les 3-4 premières positions sont très serrées. Je suis content que ça s'est déterminé quasiment au dernier vote, c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté et maintenant, ce qui suit, c'est l'émission spéciale pour les nouvelles bloquées par Meta et l'avenir du journalisme. Merci d'avoir écouté. Bienvenue dans l'émission spéciale pour l'avenir du journalisme et la crise des médias, les deux combinés ensemble. Donc, pour commencer, c'est pas nouveau que nos médias canadiens méritent plus de financement et ont de la misère à
à faire de l'argent justement parce qu'on essaye d'être gratuit, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de débourser de son argent pour avoir accès à de l'information. Donc mettons des médias comme le Journal de Montréal, Le Soleil, la presse, Radio-Canada, là je parle au Québec, c'est des médias écrits qui sont gratuits. Donc leur manière de faire du profit, c'est les publicités. Mais depuis l'essor des réseaux sociaux, les gens d'un peu partout à travers la planète vont avoir plus tendance à aller sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, Facebook, X qui était avant Twitter. Donc, les gens vont vraiment avoir tendance à s'informer même, quasiment, ou à voir plus de contenu qui proviennent de ces sources-là. Malheureusement, c'est pas 100% fiable. Il y a des gens qui vont faire de la propagande, ou des groupes qui vont faire de la propagande ou de la désinformation. Il y aura des gens qui vont vraiment avoir bel et bien l'intention de le faire, et malheureusement, les utilisateurs qui prennent pas nécessairement les moyens ou le temps de vérifier leurs nouvelles vont malheureusement être sous l'emprise de ceci. Et les magasins, les entreprises, c'est eux qui vont acheter des publicités originalement auprès des médias. Mais en voyant que les gens vont davantage aller sur les réseaux sociaux et moins sur les médias, ils vont voir que c'est plus utile d'aller acheter des publicités sur les réseaux sociaux. Donc, les médias vont avoir moins de publicités à mettre sur leur site internet parce qu'ils auront moins de clients. Il en reste encore des agences publicitaires et des gens qui veulent faire des publicités, mais on a moins sur les médias. Et en fait, récemment cette année, plutôt en été, le gouvernement fédéral a pris une décision, a fait passer une loi, la loi C-18. Vous en avez sûrement entendu parler. Cette loi vise à ce que les géants du web comme Google ou Meta, soit les GAFAM ou tout type autres compagnies, doivent débourser de l'argent pour utiliser des articles, des vidéos, n'importe quoi qui proviennent de médias canadiens. Comme ça, on s'assure que le journalisme canadien soit récompensé et valorisé. On souhaite aussi que, parce que ça faisait perdre de l'argent, ces géants du web prenaient des articles de la presse, Radio-Canada, Le Devoir et tout ça, gratuitement. T'avais pas besoin d'acheter, il n'y avait pas besoin d'acheter les droits d'auteur, il faisait juste prendre le texte, puis on voyait ça comme rien de mal. Donc on réalise qu'ils n'ont pas pris cette décision sur un coup de tête. Ils ont réalisé que les médias faisaient moins d'argent, donc au profit des médias sociaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont passé cette loi-ci pour faire payer les médias. Les géants du web comme Google et Meta. Cependant, ça n'a pas nécessairement plu du tout à Meta et à Google, donc ils ont décidé d'arrêter de partager ces contenus-là. Et déjà, mettons sur Twitter que Elon Musk avait récemment acheté, il avait mis médias financés par le gouvernement. Donc déjà, on essaye de faire en sorte que les médias ne soient pas vus comme fiables ou bons par les réseaux sociaux. Donc, il y aura, après que le boycott par Meta et Google soit fait, ils ont décidé de bannir les comptes de Radio-Canada, la presse et tout ça pour qu'on puisse pas voir ces nouvelles-là sur Internet. Depuis ce temps-là, ils ont fait ça pour pas payer cet argent-là parce que c'est des sommes quand même assez considérables que les médias ont besoin. C'est des sommes qui vont les aider à payer des journalistes qui vont aller à l'international ou à payer leur plateforme parce que c'est pas gratuit d'avoir des sites internet, des applications. Donc ils veulent vraiment rendre en fait l'information accessible, mais s'ils n'ont pas les moyens de le faire ou l'aide financière de le faire, ben ça va pas nécessairement bien se passer. Et en fait, le fait de payer pour des médias, pour des nouvelles, ça s'est fait ailleurs dans le monde, comme en Europe, en Australie. Les médias, les géants du web se sont assis avec le gouvernement du pays en question et ont négocié sur un certain montant. Et ce montant-là va être divisé selon certains critères pour diviser cet argent-là et la distribuer
à certains médias selon, par exemple, leur nombre de lecteurs ou, mettons, leur nombre de contenus. Donc, ça va vraiment varier. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi Pascal Saint-Onge comme une des personnalités de l'année. C'est parce que, justement, elle a réussi à négocier avec son cabinet de ministre et ses collègues, pas elle seule, mais elle a réussi à travailler, à conclure une entente avec Google. Google, c'est le moteur de recherche qu'on utilise le plus dans le monde. C'est vraiment celui qu'on va utiliser pour la majorité de nos recherches. Donc, ce média-là a vu, ce géant du web a vu justement que les utilisateurs, depuis la nouvelle loi, les Canadiens allaient plus vers les journaux et qui allaient moins sur Internet. Et c'est la même chose que Meta a pu constater, ainsi que plusieurs autres compagnies du web. Donc, c'est pour ça qu'ils ont signé une entente de 100 millions de dollars. Cette somme peut paraître énorme, mais pour cette compagnie qui détient des milliards et voire beaucoup plus d'argent que ça, ben c'est quasiment des peanuts. C'est rien. Mais on s'entend, 100 millions de dollars, tu pourrais faire beaucoup de choses avec ça pour cette compagnie-là. Donc, c'est pour ça qu'à la base, ils n'avaient pas envie de dépenser ça, mais ils ont vu le besoin pour garder les utilisateurs. C'est pour ça qu'ils se sont entendus pour 100 millions de dollars pour que Google puisse publier des nouvelles canadiennes. Cependant, il y a eu des gros enjeux sur comment on se séparerait l'argent, qui devrait en avoir une plus grande part ou non. Par exemple, Radio-Canada, c'est un média public, c'est une télé publique qui va être gratuite à tous, tant à l'écrit, ils vont faire de l'écrit, de la radio et de la télé, voire même plus, ils essaient d'innover, tous les médias essaient d'innover pour attrayer le public. Donc, est-ce que Radio-Canada, qui est massivement financé par le gouvernement, mais on s'entend pas contrôlé par le gouvernement, est-ce que celui-ci devrait piger dans cette somme-là? Ce fut une longue question qui a fait la une des journaux, comme je le répète souvent, parce que, justement, il y a des gens qui disent que l'argent reçu par les autres médias va être plus petit parce que c'est le plus grand média et il est largement davantage financé par le gouvernement. Et donc c'est ça. Donc finalement, ils se sont entendus pour que Radio-Canada aille en dessous de 10% de l'argent, soit aux alentours de 7 millions à 10 millions de dollars. Donc c'est cet argent-là qu'ils vont avoir. Tout le reste va être donné aux médias francophones et anglophones de la nation, donc du pays. Mais c'est pas suffisant. Nous, on voyait... les spécialistes voyaient la somme nécessaire serait vraiment plus élevée que 100 millions de dollars. On verrait cette somme-là vraiment même plus élevée que 170 millions de dollars. C'est ça qu'on aurait voulu avoir comme argent. Cependant, c'est pas ce qu'on a eu. Parce que vaut mieux avoir 100 millions de dollars que rien. Parce que si on demande plus, on n'aura peut-être rien. Parce qu'il faut faire une entente à un certain moment donné. Là, Meta n'a pas encore conclu d'entente avec le gouvernement canadien, mais elle pense retourner un peu sur sa décision de boycotter les médias. Donc, ils pensent peut-être arrêter de le boycotter et faire une entente. Ils vont faire ça un peu à contre-cœur si ça se réalise, parce que ils n'ont pas envie de débourser autant d'argent pour des nouvelles canadiennes. Le Canada, on est seulement 40 millions de personnes. Hein. On ne représente pas beaucoup du pourcentage de la population à l'international. Donc, on n'a pas un gros poids, puis c'est pas nous qui leur rapporte beaucoup d'argent. Mais ils ont vu, comme Google, qu'on consultait moins leur site, leur moteur de recherche et tout ça, mais qu'on allait plus consulter les médias. Donc, j'espère honnêtement que la crise des médias va finir parce que plutôt il y a plusieurs années, il y a des médias qui allaient fermer leurs portes, mais heureusement ils se sont fait acheter. Et là on essaie de trouver des manières d'intéresser les jeunes aussi à l'information parce que c'est pas tout ce qui tente aux jeunes. Les jeunes n'ont pas nécessairement envie de voir, il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre entre la Hamas et l'Israël, c'est quand que ça va finir? Le troisième lien. Je sais pas c'est quoi le troisième lien. Donc, il y a des gens
qui vont pas avoir l'initiative de s'informer aussi rapidement que d'autres. Donc, c'est pour ça que les médias essaient de rendre l'information rapide, efficace et intéressante et différente pour les jeunes. Peut-être à travers les réseaux sociaux, trouver une manière. Par exemple, on a RAD à Radio-Canada. C'est des petits vidéos d'à peine 1 minute qui vont raconter un certain sujet qui fait l'actualité et qui peut même parfois informer certains jeunes ou les aider à prendre une certaine décision. Et il y a plusieurs autres personnes qui font ça, pas nécessairement pour l'actualité, mais pour donner des conseils aux jeunes en matière de plein de sujets différents. Donc, on voit vraiment que si on veut garder les médias en vie, on devra, tant bien que mal, utiliser les réseaux sociaux. Mais heureusement, j'espère que les médias vont réussir à s'entendre avec les gens du web, les GAFAM, et à intéresser les jeunes. Donc, c'est vraiment les défis de nos médias ici, mais aussi ailleurs, partout à travers la planète. Et on ne peut pas rester sous silence en voyant l'expansion de l'intelligence artificielle qui utilise des articles de la presse, The New York Times qui a récemment annoncé qu'il allait poursuivre en justice Microsoft et OpenAI parce qu'ils utilisent de leurs articles. Donc, faut vraiment voir la limite de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi, vous l'aurez deviné, je vous fais un épisode spécial sur l'intelligence artificielle. Je viens de prendre cette décision immédiatement sur un coup de tête. Donc, on se voit au prochain épisode. Voici la dernière partie de l'épisode de l'InfoCebo 2023. Et maintenant, je vous parle de l'essor de l'intelligence artificielle. Depuis 2022, janvier 2022 et plus tôt encore, on parlait de l'intelligence artificielle comme quelque chose de futuriste, quelque chose qu'on pouvait pas imaginer, quelque chose qu'on pourrait pas réaliser. Mais là, on utilise l'intelligence artificielle quasiment tous les jours. Peut-être pas nous, mais plein de gens qui travaillent dans des entreprises spécifiques. Il y a des gens qui l'utilisent pour créer des articles. Il y a des journaux, oui, qui ont utilisé l'intelligence artificielle en faisant passer celle-ci comme un vrai humain pour écrire des articles. Ou il y a des gens qui écrivent leur courriel à des collègues avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser quasiment tous les jours. C'est une nouvelle habitude qu'on a développée et que certains vont développer bientôt. L'intelligence artificielle, à première vue, peut paraître vraiment inoffensive et avoir aucun impact sur notre vie du niveau négatif. Cependant, pendant la guerre entre l'Israël et le Hamas, et récemment la Russie et l'Ukraine, ont utilisé l'intelligence artificielle dans leur guerre. Et oui, on peut planifier des trajectoires, des espaces à viser aussi, selon certains critères. Par exemple, ils vont entrer trouve-moi des espaces à viser avec mes bombes pour bombarder des endroits clés, mettons des hôpitaux. Donc là, l'intelligence artificielle va proposer tous ces endroits-là qui ont des hôpitaux, et là, hop, tu pèses sur un bouton, tes bombes sont lancées sur ces endroits-là. Ou il y a l'intelligence artificielle, on voit des modèles de guerre où un tank pourrait être contrôlé lui-même par l'intelligence artificielle et tirer sur les cibles qui lui sont données de tirer dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui en inquiète plusieurs sur s'il y avait des guerres à venir, comment ça se déroulerait. Et l'Israël en a déjà utilisé et ça a été quand même assez utile, mais on peut pas totalement se fier là-dessus. Parce que l'intelligence artificielle, malheureusement, fait parfois des erreurs. Ça fait partie de ce qui vient avec notre utilisation de celle-ci. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle va se baser sur des choses qu'elle trouve sur Internet. Elle va puiser des informations dans Internet. Et là, vous me voyez venir, l'intelligence artificielle va non seulement puiser ces informations dans des sites Internet, mais aussi dans des médias, comme je l'avais dit précédemment dans l'autre épisode sur la crise des médias. Donc, ça, sans les droits d'auteur non plus. Donc, c'est tout un travail journalistique qui va être quasiment ignoré et pas pris en compte, sans considérer en plus de ça les droits d'auteur pour ça justement.
Il y a aussi des images, pas juste des textes, là. On pense pas juste à ChatGPT qui est nouveau puis qu'on utilise souvent, là. Il y a aussi des intelligences artificielles qui vous permettent de faire vos devoirs pour vous, créer des images selon ce que vous demandez. Donc, c'est vraiment dangereux de voir cet essor-là. Parfois, ça peut aider l'humain à prendre des décisions plus rapidement. Oui, on en est bien conscient. Par exemple, j'ai créé j'ai créé mon site internet avec un logiciel avant que l'intelligence artificielle soit aussi répandue autant que ça. J'en ai créé un deuxième avec mon ami. Il nous proposait de créer notre site internet, écrire tout le modéliser, tout le travailler avec l'intelligence artificielle selon un petit paragraphe qu'on écrivait et qui déterminerait notre utilisation du site. Donc, c'est vraiment fou comment elle peut être utile à notre service, mais qui pourrait créer quasiment la paresse humaine. J'ai pas envie qu'on soit paresseux pour tout et qu'on se dit l'intelligence artificielle, fais-moi ça. On se ramasse avec des balayeuses qui vont laver notre sol tout seul sans qu'on demande rien. Donc, on est vraiment rendu là dans notre société on est déjà rentré dans la paresse humaine pour certaines tâches. Bien évidemment, l'intelligence artificielle ne vient pas sans désavantages. Bien que la paresse humaine, c'est pas un gros désavantage, il y en a des plus gros, comme la perte d'emploi. L'intelligence artificielle va vraiment être utile dans certains domaines, tellement utile que parfois, on va valoriser davantage un robot qu'un humain. Par exemple, les taxis, on voit des gens perdre leur emploi au profit de l'intelligence artificielle qui va être mise dans l'auto pour être conduite toute seule, pour transporter des personnes toutes seules. Donc, c'est pas nécessairement bien pour certaines personnes au taxi. Mais il y a aussi des emplois qui nécessitent plus de compétences, comme étant un auteur, par exemple. Il y a aussi des traducteurs, des auteurs qui vont perdre leur emploi au profit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, t'as juste besoin de Google Traduction. Ça, c'était dans le temps. Là, maintenant, tu peux te traduire un texte en 2 secondes par ChatGPT, comme ça. Hop là. Comme je l'ai dit précédemment, il peut y avoir des erreurs, mais ça te coûte absolument rien. C'est gratuit. Donc, il y a des compagnies qui vont vraiment en avoir plus pour leur argent, puis se dire, pourquoi payer vraiment beaucoup d'argent pour employer un humain, avoir moins de risques d'avoir des erreurs dans, mettons, un truc à traduire, comparé à une intelligence artificielle qui peut faire ça en quelques secondes seulement. Donc, c'est vraiment ce qui se passe, puis ma mère étudie en traduction, justement, et elle a déjà fait la comparaison avec ChatGPT et ce qu'elle avait traduit, et ChatGPT fait des erreurs, bien évidemment. Et c'est des métiers qui vont mettre au chômage plein de personnes qui veulent peut-être maintenant ou voudront plus tard faire ces métiers de leur rêve et comme qui voudront vraiment le faire. Mais malheureusement, les gens en veulent plus pour leur argent que la personne qui travaille. Une compagnie va préférer sauver de l'argent qu'employer davantage de personnes qui vont nécessiter des besoins. Parce que ces personnes-là, on se rappelle, t'as besoin de toi, t'as besoin de les payer pour se nourrir et tout ça. Ils ont plein de besoins, ces personnes-là. Un robot, tu peux le laisser travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant toute l'année. Absolument. L'intelligence artificielle peut pas s'arrêter. Mais il y a avant, on croyait que c'était de la science-fiction, que l'intelligence artificielle pourrait se retourner contre les humains. Est-ce que c'est possible? Une intelligence qui pense par elle-même, c'est ça qu'elle est. Donc, est-ce que ce serait possible un jour qu'elle atteigne ce niveau-là? Il est possible que ça l'arrive, mais il y a plusieurs pays, heureusement, dont les États-Unis, le Canada, qui vont créer des cadres pour bien encadrer l'intelligence artificielle et son essor. Donc, par exemple, ils vont mettre des mesures, s'entendre avec des compagnies que, mettons, si une image est créée à partir de l'intelligence artificielle, on peut le voir sur Pixabay, par exemple, qui utilise l'intelligence artificielle pour certaines images, libres de droit. Ça va être écrit en haut, cette image est créée par l'intelligence artificielle. Ou la même chose dans certains textes. Parce que on veut être assuré qu'on se base pas sur ce qu'un humain a écrit, sur un travail qu'il a fait, que lui a fait avec des recherches approfondies et tout ça. On s'entend, il y a des personnes qui se fient, et il y a des gens qui ne savaient pas avant ça, qui se basaient sur un texte qui était écrit en quelques secondes par une intelligence artificielle qui ne sait même pas ses sources.
Donc, ça peut être dangereux à un certain niveau-là. C'est pour ça que j'ai choisi comme personnalité de l'année Yoshua Bengio, parce que lui va vraiment prendre des moyens en place pour parler des dangers de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça pourrait venir avec. J'avais écrit un article l'autre fois, c'était « Est-ce qu'on devrait abandonner l'intelligence artificielle ou non? » Ça, c'est une question quasiment impossible à prendre. La majorité des gens vont dire oui, parce que si on abandonne l'intelligence artificielle, le pays va prendre tellement de retard sur les autres en termes d'économie, mais aussi d'innovation technologique, que le pays va juste baisser dans les échelons des plus riches, des plus puissants et tout ça. Si du jour au lendemain, les États-Unis décidaient d'abolir l'intelligence artificielle, la Chine dépasserait facilement ce pays-là. Donc, l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser à bon escient, mais si on le met trop libre, sans mesure et tout ça, ben, on risque de payer le prix de ces mauvaises décisions-là, malheureusement. Donc, c'est pourquoi c'est pas noir ou blanc, comme je l'avais dit pour la guerre entre le Hamas et l'Israël, c'est comparable. Dans la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est des nuances de gris et tout ça. Donc, il y a des personnes qui croient qu'on devrait juste pas l'utiliser dans l'armée, qu'on l'utilise pas dans certains domaines de travail, mais qu'on pourrait l'utiliser, mettons, dans des industries où qui manque d'emplois, ou qui manque de main-d'œuvre. Justement, ça pourrait aider avec des robots. On se retrouve avec des robots qui pourraient te guérir d'une certaine maladie. Il manque d'infirmiers au Québec. On pourrait peut-être utiliser ça. On peut utiliser l'intelligence artificielle si on l'éduque bien et si on décide de l'utiliser dans certains domaines précis et pour certaines tâches, parce qu'on veut pas se ramasser que la moitié de notre population soit au chômage et que les seuls qui restent au travail, ben, c'est ceux qui dirigent les compagnies d'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui vont étudier en technologie et il y aura des spécialistes qui vont vraiment leur expliquer clairement et leur apprendre comment bien utiliser l'intelligence artificielle pour s'assurer que ça déborde pas, justement. Et même, là, je vais vous parler quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Elon Musk, lui-même, a peur de l'intelligence artificielle. Il fut une des personnes piliers lors de la création de ChatGPT, de OpenAI. Il a décidé de quitter, il a décidé de plus se mettre là-dedans. Il a dit aux autres, vous devriez faire attention avec ça, vous devriez arrêter ça tout de suite, ça peut nuire à l'humanité. Moi, ça m'étonne, quelqu'un qui veut réaliser autant de progrès technologiques a peur de l'intelligence artificielle et de ce que ça pourrait créer. Ça montre à quel point il y a des dangers. Si Elon Musk a peur, pourquoi nous, on devrait pas avoir peur? On peut pas se fier sur ça tout le temps, mais là, dans ce cas-ci, je pense qu'il y a certainement raison qu'on devrait pas l'utiliser librement comme ça. Et je trouve que c'est pas dommage et que c'est vraiment bien que le New York Times a décidé de faire en sorte qu'ils poursuivent en justice Microsoft et OpenAI, qui utilisent sans considérer les droits d'auteur, leurs articles, etc. Merci d'avoir écouté. C'est ce qui conclut notre revue de fin d'année. Donc, à la prochaine!